Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Nous revenons pour la deuxième partie de ce bras de fer entre Kennedy et Duvalier. Rappelons les faits. Selon la Constitution, le mandat de Duvalier, le mandat de 6 ans, prend fin le 15 mai 1963. Entre-temps, il organise un plébiscite, ce que Florival appelle un coup d'État électoral afin de continuer au-delà du 15 mai. Mais pour Kennedy, il n'en est pas question. Il faut absolument que Duvalier parte à la date du 15 mai 1963. Et il a des alliés dans la région. Romulo Betancourt est une grande figure politique de l'Amérique latine. Il est le représentant de la troisième voie, du libéralisme social, de la social-démocratie sud-américaine. Il est le fondateur de l'OVRE, l'organisation vénézuélienne, l'ancêtre politique de l'Action démocratique, ce parti vénézuélien très influent, fondé le 12 septembre 1941, qui jouera un rôle fondamental dans la vie politique du pays. Il accède à la présidence du Venezuela en 1945 après une révolte civico-militaire menée par les hommes du major Marcos Pérez Jiménez et qui met fin à la dictature du général Isaías Medina Angarita. Betancourt introduit des réformes démocratiques et sociales avant d'être lui-même renversé en 1948. Il se réfugie à New York où il travaille à restaurer la démocratie dans son pays. En 1958, il redevient président, à la suite de la chute de Marcos Pérez Jiménez. Et c'est là que son apport devient important. Ni de gauche ni de droite, il est convaincu des valeurs humaines. Alors, lors de la deuxième conférence interaméricaine du 22 avril 1960 à Caracas, il formule sa doctrine, la fameuse doctrine Betancourt, qui préconise ceci. Tout pays démocratique doit refuser de reconnaître des dictatures tant de droite que de gauche. Dans cette optique, il demande à l'OEA de bannir les régimes établis par la force. Persécuté toute sa vie par les dictateurs de son pays et souvent contraint à l'exil, il rejette toute forme d'autoritarisme de droite ou de gauche. Il est convaincu que la prospérité et le progrès social sont des moyens plus efficaces que la répression pour préserver la paix et se prémunir contre le communisme. Il réclame à Kennedy que les États-Unis cessent leur double jeu et lui demande d'appuyer le processus démocratique dans la région. Il pense que cette ambiguïté, ce double discours, est à la base de l'anti-américanisme en Amérique latine. Il rompt lui-même les liens avec les dictatures d'Argentine et du Brésil. Il se fâche avec Trujillo, le dictateur dominicain qui tente de le faire assassiner lors d'un attentat à la voiture piégée à Caracas le 24 juin 1960. Il méprise François Duvalier et appelle Kennedy à prendre ses responsabilités. Il lui fait comprendre que si le communisme est si alléchant en Amérique latine, c'est à cause du double jeu des Américains. Le président John Fitzgerald Kennedy n'a pas d'autre choix que d'écouter cette exclamation. Il place le départ de Duvalier dans la stratégie d'endiguement du communisme. Le système Betancourt va bénéficier d'un allié de poids dans la région. En effet, dans le pays voisin, il se passe des choses qui ne vont pas dans le sens du dictateur sanguinaire haïtien. En effet, le 20 décembre 1962, le leader historique du Parti révolutionnaire dominicain, Juan Bosch, remporte les élections avec 59,5% des voix face à 5 autres candidats, dont son principal rival, le docteur Viriato Fiallo de l'Union civique nationale. Il est investi le 27 février 1963. Betancourt et Bosch se connaissent. Les deux hommes s'apprécient. Ils se sont rencontrés à Caracas en octobre 1945. Ils ont eu dans le temps un ennemi commun, Rafael Leonidas Trujillo y Molina, le dictateur dominicain qui a essayé de faire assassiner les deux hommes à tour de rôle.
Tentative d'attentat sur la personne de Juan Bosch à Mexico en 1947 et pour Bettencourt le 24 juin 1960 à Caracas. Les deux hommes jurent de tout faire pour le renverser. Juan Bosch rentre d'urgence en République dominicaine le 30 mai 1961 après l'assassinat de Trujillo par des militaires dominicains. Après la dictature de Leonidas Trujillo, responsable du massacre de plus de 20 000 Haïtiens du 2 au 8 octobre 1937, la République dominicaine fait l'expérience d'élections libres. Le pays est sur la voie de la démocratie. Juan Bosch remporte les premières élections libres du pays et annonce une nouvelle ère. Il se dit prêt à se rapprocher de Washington qu'il visite dès son élection et souhaite jouer un rôle majeur non seulement en République dominicaine, mais aussi dans toute la Caraïbe. La présence de François Duvalier dans le pays voisin n'est pas compatible avec sa vision de la démocratie. Duvalier est sous ses gardes. Ce processus démocratique qui continue son cours dans le pays voisin pourrait donner des idées à d'autres. Dès lors, non seulement les tensions vont naître entre les deux hommes, mais Bosch va souhaiter lui aussi son départ, ce fameux 15 mai 1963. Et des élections doivent avoir lieu le 10 février de cette même année. Tic-tac, l'horloge tourne. « 1963 débute dans une ambiance pesante à Port-au-Prince. La population s'attend à un événement. Quelque chose va se passer, c'est sûr. Malgré la peur, les rumeurs de complot et de coup d'État, le gouvernement prépare le carnaval et veut en faire un événement sans précédent. Mais surtout, il prépare le 22 mai, la fête nationale solaire du Duvalier. Le 22 mai, date convenue parce que l'homme croit à la force des chiffres et aime le 22. 22 mai, c'est aussi après le 15 mai. Sur le plan international, une vague de coups de force change le paysage géoidéologique. En Argentine, au Brésil, au Pérou, au Salvador, en Uruguay, des juntes militaires réactionnaires dirigent d'une main de fer. Mais c'est surtout le coup d'État mené par le colonel Peralta Azurdia contre le président Idigoras Fuentes au Guatemala le 2 avril 1963 qui plonge le continent américain dans la psychose, en dépit de l'Alliance pour le progrès, ce programme kennedien censé apporter la paix et la prospérité sur le sous-continent américain. Le monde latino-américain attend une réaction vive de l'administration américaine qui ne vient pas. C'est à se demander s'il n'existe pas un pouvoir de l'ombre qui agit dans le dos du président américain. Décidément, en ce début des années 60, la démocratie a bien du mal à s'imposer dans la région. Et le kennedisme ne semble pas avoir les moyens de ses ambitions. Duvalier, comme les autres acteurs de la région, observe cela avec attention, joie ou appréhension. Cette nouvelle ambiance géopolitique fait craindre la contagion des putschs dans la région, avec la Caraïbe comme principale zone névralgique. Duvalier et ses hommes sont sur les dents. Ils purgent l'armée et récompensent les miliciens les plus fidèles. L'aide au développement est détournée à des fins sécuritaires. C'est dans ce contexte qu'il déjoue un complot militaire visant à le renverser le 10 avril 1963. François Duvalier et Rafael Trujillo n'étaient pas des ennemis viscéraux, juste des tortionnaires qui comprennent le langage du sang et qui par conséquent se respectent ou se craignent. Les deux mangeurs de vie étaient dans une forme de coexistence pacifique sur l'ancienne île d'Hispaniola. Mais en cette année 1963, les choses changent. Juan Bosch, le nouveau pensionnaire du pouvoir dominicain, est un homme qui méprise de plus en plus Duvalier comme il méprisait Rafael Trujillo, qu'il a combattu lui-même. Pour Bosch, Duvalier et Trujillo, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Lorsque le consul dominicain Nilo Geraldo Blanco est retrouvé assassiné au Cayes, Bosch demande une enquête sérieuse à Duvalier afin que toute la lumière soit faite sur ce meurtre
et en profite pour se plaindre du mauvais traitement subi par les ressortissants dominicains en Haïti. Quant à Duvalier, il accuse Bosch d'accueillir sur son territoire des subversifs qui tentent de le renverser. L'ambassade dominicaine est pointée du doigt, considérée comme une base arrière, une base de repli d'opposants à son régime. Et tout bascule et se bouscule le jour où les enfants de Duvalier essuient des tirs à l'entrée de l'école. Ils décident d'envoyer la police politique déloger un homme de l'ambassade dominicaine située à Delma. Et cet homme, c'est François Benoît, le gagnant d'un concours international de tir quelques semaines plus tôt et qui s'est réfugié à l'ambassade dominicaine depuis le complot militaire déjoué le 10 avril 1963. François Benoît, un franc-tireur pointé du doigt pour la précision des tirs essuyés, qui à l'évidence ne souhaitait pas tuer les enfants de Duvalier, mais juste lui lancer un message de terreur. Faisant abstraction de toutes les règles en matière de décorum diplomatique, la police de Duvalier saccage l'ambassade dominicaine à Delma, avant de se rendre compte que si réfugiés il y a, ils ne peuvent se retrouver que dans l'enceinte de la résidence de l'ambassadeur à Pétionville. Ils se dirigent alors vers celle-ci et l'encerclent jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes le samedi 27 avril 1963. Et jamais Haïti et la République dominicaine n'ont été si proches d'un conflit armé. Dans la foulée, Juan Bosch lance un ultimatum de 24 heures à Duvalier de démanteler le dispositif d'encerclement sous peine d'une attaque de l'armée dominicaine. Celui-ci répond en annonçant la rupture des relations diplomatiques avec son voisin. Nous sommes alors devant un principe fondamental de violation de la souveraineté d'un pays, un casus belli. Le prétexte est tout trouvé d'envahir Haïti et de régler un vieux contentieux avec la première République noire. Juan Bosch masse près de la frontière haïtienne 10 000 fantassins, 6 000 marins, 4 000 aviateurs, 10 000 policiers prêts à intervenir à tout moment. La presse dominicaine prend le relais et Duvalier est médiabolisé, comme si en République dominicaine, on était complètement étranger aux tyrans sanguinaires et sans scrupules. L'heure est donc arrivée, tic-tac, l'horloge tourne. De son côté, Kennedy mobilise la marine américaine qui se tient prête à intervenir aussi, depuis que Duvalier accueille des délégations de ces pays de l'Est à Port-au-Prince. Nous sommes le 7 mai 1963, à une semaine de l'ultimatum, celui de Kennedy cette fois. Coincé entre les deux ultimatums fixés à des dates différentes, le sort de François Duvalier semble scellé. Mais ce dernier n'en démord pas. Il dit que son pays est victime d'un complot et est la proie historique du racisme international. Face à cette menace, il joue la carte nationaliste et noiriste. Et ça marche. Le sentiment d'insécurité mobilise une partie de la population qui manifeste son soutien au dictateur face au danger d'invasion qui menace la patrie. Il appelle le peuple haïtien à se défendre contre les attaques de la République dominicaine. La guerre est proche. Le balai diplomatique entamé par les émissaires de l'Organisation des États américains ne semble pas pouvoir l'éviter. Sentant la détermination de Juan Bosch, qui fait de cette question haïtienne une affaire personnelle, Duvalier appelle aux Nations Unies pour arbitrer le litige. Le chancelier haïtien René Chalmers parle presque d'un ressentiment historique des Dominicains. Tactique habile, puisque plusieurs pays prennent fait et cause pour Haïti. Parmi eux, le Brésil, le Ghana, la France, l'URSS, le Maroc, la Chine, la Norvège, les Philippines. En déplaçant la question de l'OEA, trop souvent instrumentalisée par les Américains, à l'ONU, la délégation haïtienne la place sur la table des autres nations. Duvalier, le maître tacticien, secondé par son ministre des Affaires étrangères, René Chalmers, est sur le point de gagner une bataille diplomatique de taille. Pourtant, le 15 mai, on s'attend à un double assaut contre Haïti. Mais les choses bougent, tant en République dominicaine qu'aux États-Unis. En effet, face à ce qui semble se dresser telle une poudrière pour l'armée dominicaine, pourtant réputée plus puissante que les forces de défense haïtiennes, les généraux hésitent. Dans ce genre de conflit, le plus dur n'est pas d'envahir un pays, mais de tenir ses positions face à une population animée par un fort ressentiment
patriotique. Les militaires sont-ils prêts à mourir pour un président qu'ils n'aiment pas? Les ardeurs belliqueuses de Juan Bosch sont contestées. Ce dernier est confronté à des problèmes internes, notamment à des menaces de grève du syndicat des employés publics. Il est lâché par l'armée. Il est critiqué par les partisans de Trujillo. Il fait face à une crise économique naissante. Sa nouvelle constitution est critiquée par le clergé dominicain qui la trouve trop laïque et trop gauchiste. Du côté américain, c'est la diplomatie qui fait bouger les lignes. Les entretiens entre le chancelier haïtien René Chalmers et le secrétaire d'État américain Dean Rusk permettent une accalmie. Et puis, quel rôle joue De Gaulle dans les coulisses? Le 15 mai 1963, les rumeurs courent que Duvalier a déjà réservé des billets d'avion pour s'enfuir avec sa famille. Puis, on apprend qu'ils sont annulés. Duvalier reste et donne même une conférence de presse où il répond aux questions sur les nouvelles relations entre son pays et les États-Unis. Kennedy réalise qu'il ne peut s'engager dans une guerre avec Haïti, mais peut utiliser le territoire dominicain pour déstabiliser François Duvalier, comme lors des tentatives d'invasion du général Léon Cantave et du colonel René Léon en août et en septembre 1963. Et pour cela, il a besoin que Juan Bosch dégage. Isolé, le président dominicain sent la faim. Bosch admettra plus tard que Kennedy lui avait demandé de renverser Duvalier. Pour beaucoup de spécialistes, les relations entre les trois pays ne seront plus les mêmes, aussi longtemps que Bosch, Duvalier et Kennedy seront au pouvoir. Donc, au moins 2 des 3 doivent s'en aller. Mais qui? Duvalier et Bosch? Duvalier et Kennedy? Ou alors Bosch et Kennedy? Le 24 septembre 1963, après seulement 7 mois au pouvoir, Juan Bosch est renversé lors d'un coup d'État mené par le colonel Elias Wessine y Wessine. Il est remplacé par une junte militaire de 3 hommes. Il retourne en exil à Porto Rico. La rumeur court que Kennedy n'est pas étranger à ce renversement. Duvalier peut alors respirer. Au final, des 2 dirigeants de l'ancienne île Hispaniola, le plus progressiste, le plus positif pour son peuple a été la victime de cette histoire. D'autant que, le 22 novembre 1963, à Dallas, devant les caméras du monde entier, le président démocrate est abattu dans de troubles circonstances. L'homme qui avait lancé l'Alliance pour le progrès est abattu comme un chien dans son propre pays. Du jamais vu. Alors que de son côté, François Duvalier se déclare président à vie quelques années plus tard et demeure au pouvoir jusqu'en 1971 où il mourra de sa belle mort et aura même le temps de préparer sa succession car son fils de 19 ans reprendra le flambeau de sa dictature obscurantiste. Juan Bosch avait vu juste. Sacré Duvalier va. Il y a 3 catégories de personnes qui regrettent la dictature de Duvalier. 1. Les duvalieristes purs et durs, qui se sont enrichis pendant son règne de terreur. 2. Les nostalgiques naturels du passé, qui finissent toujours par garder le bon côté de leurs exécrables expériences. 3. Ceux qui en ont assez de la dégradation de la situation actuelle. Mais à mon sens, ils commettent une erreur fondamentale. Toute situation, aussi dégradée soit-elle, est le résultat de l'aboutissement d'un processus. Les régimes dictatoriaux de Duvalier ou d'autres ont préparé scrupuleusement, presque méthodiquement le pays à sa dégradation actuelle. Duvalier, comme les autres petits dictateurs, nous ont appris comment voler, comment tuer, comment magouiller, comment trahir, bref, comment détruire un pays. Un pays dont le processus de destruction a débuté depuis plusieurs décennies ne peut être que l'ombre de lui-même dans ce tournant du XXIe siècle. Je pense que cette histoire est déterminante pour 2 raisons. Premièrement, on a appris une leçon en cette année 1963. Quelle est cette leçon? Dans le système international, le progressisme social est toujours en danger. Si nous avons le choix entre celui qui éclaire le peuple et celui qui l'aveugle,
le système international a toujours intérêt à favoriser la deuxième option. Deuxièmement, nous sommes toujours dans une forme de révisionnisme affectif. Que signifie cela? Comme nous sommes un peuple bon, courageux, nous avons tendance à pardonner le passé pour pouvoir nous projeter vers l'avenir, en laissant de la place aux luttes du moment. Et cet esprit de miséricorde nous pousse à nous souvenir du meilleur et à occulter le pire. Cela nous permet de continuer à nous battre. Pour nous, peuple haïtien, le pire ennemi est toujours celui qui est devant nous. Et puis, la médiocrité des leaders d'aujourd'hui nous pousse toujours à oublier ceux d'hier. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette page de notre histoire qui est extrêmement importante et qui nous permet justement de nous projeter dans le futur. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui s'est donnée pour mission de dire du bien d'Haïti. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.